Bonsoir à tous et bienvenue sur Autocassette pour ce Face à la presse consacré aux nouveaux défis de l'assurance automobile. Bonsoir Christian Baudon. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur général assurance de Covéa, qui est un groupe mutualiste et un géant du secteur. Covéa assure plus de 10,5 millions de véhicules à travers ses trois marques, MAF, MMA et GMF. Alors avec vous, on s'intéressera bien sûr à la situation de l'assurance auto, aux nouveaux produits et aussi à l'évolution du comportement des conducteurs. Mais nous allons surtout parler ensemble des nouvelles formes de mobilité et de ce qui nous attend d'ici 2030, date présumée d'arriver sur nos routes, en tout cas dans notre vie quotidienne, de la fameuse voiture autonome. Comment le monde de l'assurance se prépare-t-il à cette révolution? Quelle sera la législation? Comment s'établiront les responsabilités en cas d'accident? Les primes vont-elles flamber ou pas? On peut toujours rêver. Et en attendant 2030, comment gérez-vous, vous les assureurs, cet entre-deux que constitue par exemple l'autopilote et les nouvelles formes de conduite automatisée qui sont déjà installées chez bon nombre de conducteurs? Pour vous interroger, Jean-Michel Normand du Monde. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Christophe Bourreau d'RTL. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Et Jean-Luc Moreau d'RMC. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc et bienvenue pour ce premier Face à la presse. Alors pour ouvrir la discussion, Christian Baudon, quelle est la photographie tout simplement du marché de l'assurance automobile aujourd'hui en France? Alors moi j'ai une vision d'assureur. Donc le marché de l'assurance auto, je le regarde en tant qu'assureur. Ceci étant, il y a eu une nouvelle hier totalement fondamentale, très importante, c'est le rachat de Mobileye par Intel. Pour un montant extrêmement élevé, 15 milliards de dollars, un peu plus de 15 milliards de dollars, pour une société israélienne qui fait 380 millions d'euros de chiffre d'affaires et à peu près la moitié de résultats. C'est Intel qui fait cette opération. C'est extrêmement impressionnant. C'est 10 fois le prix que PSA a accepté de payer pour acheter Opel. Donc ça illustre bien le changement dans lequel nous sommes. L'intérêt technologique de ce rachat? Mais déjà, la vieille économie a une valorisation qui est extrêmement faible par rapport à la nouvelle économie, c'est extrêmement impressionnant. Et l'intérêt pour Intel, il est majeur, à la fois parce qu'Intel avait besoin d'un relais de croissance, puisqu'ils ont raté les smartphones, alors qu'avant on avait du Intel Inside partout dans les micro-ordinateurs. Et là, ils ont un relais de croissance parce que Mobileye, nous sommes allés les voir. Nous avons une équipe d'éclaireurs qui est allée à l'automne dernier en Israël. À l'époque, on ne parlait pas d'un possible rachat par Intel. Et notre équipe est revenue avec les yeux brillants, tellement... vous savez, Mobileye, c'est le troisième œil du conducteur. Vous êtes familier avec ça. Donc ce sont c'est une caméra qui donne un troisième œil en quelque sorte au conducteur, ce que le conducteur ne voit pas ou ce qu'il ne voit pas bien. Et donc il y a là vraiment une révolution qui va venir et dont on a la confirmation juste au moment où on fait cette émission, quoi. C'est vraiment l'actualité la plus chaude. Ça veut dire qu'on va être entre guillemets espionné dans nos voitures, c'est-à-dire que vous allez faire des montants, des cotisations d'assurance en fonction de notre façon de conduire. C'est ce qui va arriver. C'est ce qui arrive déjà avec le Pay As You Drive. Vous allez le généraliser? Alors nous on fait pas. D'autres le font. D'autres le font. Et ben ils ont bien raison. C'est pas antinomique avec l'esprit mutuel justement de personnaliser chaque contrat? Alors il y a plusieurs questions là. Non, on ne fait pas le Pay How You Drive ou le Pay As You Drive parce que les conditions de réussite de ce genre de choses sont économiquement pas tout à fait réunies. C'est-à-dire qu'il faut mettre un boîtier qui coûte extrêmement cher. Je vous rappelle qu'une prime moyenne en assurance auto est quand même en France extrêmement basse par rapport à l'Italie. Par exemple, l'Italie c'est 2 fois plus, en Grande-Bretagne c'est 2 fois plus. Donc la prime d'assurance auto en France est très basse. Merci les mutuelles. Grâce aux mutuelles notamment. Elle est de quel ordre? 400 € en moyenne. Et un boîtier, pour faire du Pay As You Drive ou du Pay How You Drive, un boîtier peut coûter 400 ou 500 €. Donc avant de rentabiliser le boîtier, il peut se passer un certain temps. Non, nous on ne fait pas parce que on considère que du point de vue de l'ancienne économie, avant le big data et tout ça, on avait et on a encore aujourd'hui suffisamment de critères, de variables pour tarifer correctement le risque. Parce que nous, on est des mutuelles, effectivement, donc on n'a pas d'actionnaires, c'est très important. On travaille pour nos sociétaires
Et depuis bientôt 2 siècles, d'ailleurs, vous ne l'avez pas précisé dans votre introduction, mais ça fait bientôt 2 siècles que notre plus ancienne mutuelle existe. Il nous semble que les critères que l'on a nous suffisent. Par contre, quand on regarde l'avenir, parce qu'on va parler de l'avenir, avec le big data, avec toutes ces choses-là, oui, il peut y avoir d'autres critères de tarification, par exemple, qui permettraient d'être plus proche du risque. Sans pour autant aller vers une segmentation exagérée, puisqu'on cherche à mutualiser. Mais oui, il y aura certainement des éléments qui permettront d'améliorer la connaissance du risque. Jean-Michel Normand. Est-ce que vous avez l'intention de faire comme un de vos concurrents, je crois que c'est Allianz, pour ne pas le citer, Allianz, qui s'est rendu compte que les modèles qui avaient des systèmes d'automatisation de la conduite, notamment le faire son créneau, quand la voiture fait son créneau toute seule, quand elle sort de son créneau toute seule, quand elle a un système d'alerte et de freinage automatique, ils se sont rendus compte que les dégâts et les dommages étaient moindres. Donc ils ont proposé des primes inférieures. Est-ce que vous avez l'intention d'aller sur ce terrain, sachant que c'est pas franchement une expérimentation, c'est une réalité qui est, a priori, d'après ce qu'on nous dit, basée sur des statistiques vérifiées? Alors nous, on ne va pas sur ce terrain-là aujourd'hui, mais peut-être ira-t-on un jour. Tarification d'assurance automobile, c'est très simple. Il y a 3 grands domaines. Il y a le véhicule lui-même, avec les coûts de réparation qui peuvent être très différents et qui vont certainement augmenter avec tous les capteurs qui sont embarqués maintenant. Il y a l'usage, la zone dans laquelle on utilise, la météo qui est dans cette zone, les horaires auxquels on utilise le véhicule. C'est pas la même chose dans la grande circulation ou à 23 heures. Et puis il y a le conducteur. Et donc on peut imaginer que d'autres éléments viennent renforcer ces 3 grands chapitres, comme par exemple ceci. Mais on est d'accord que le conducteur reste le risque majeur. Donc pouvoir, quelque part, espionner le conducteur, c'est aussi l'épée de Damoclès, peut l'inciter à changer son comportement, donc être plutôt favorable pour l'assureur. C'est en tout cas ce que pense Allianz, qui n'est pas réfractaire justement à l'installation de boîtiers et propose une réduction des primes d'assurance à ceux qui l'acceptent. Absolument, c'était la théorie de base, sachant que, comme son nom l'indique, Pay as you drive, ça vient pas de chez Allianz à Munich, ni à Paris, ça vient plutôt des pays anglo-saxons. Et donc ça fait de nombreuses années qu'en Grande-Bretagne, par exemple, ce système existe. Mais en Grande-Bretagne, donc je vous disais tout à l'heure, la prime moyenne est 2 fois plus élevée qu'en France. Par ailleurs, en Grande-Bretagne, il y a une fraude à l'assurance automobile qui est plus élevée qu'en France. Et les capteurs embarqués ou les boîtiers servent aussi pour un conducteur à prouver qu'il n'est pas responsable en cas d'accident. Et donc il y a d'autres effets secondaires en quelque sorte sur ces outils-là. Alors après, c'est un phénomène de commercial, publicité. Allianz dit que ça leur permet d'avoir une meilleure appréciation du risque. Bon, très bien. Il se trouve que nous, Covéa, avec nos 3 marques, on gagne des parts de marché tous les ans. Alors, je ne vais pas faire cocorico et on est les meilleurs, etc., etc. Mais enfin, on arrive à gagner des parts de marché, donc à augmenter le nombre de véhicules assurés sans avoir recours à ce genre de... La loi Hamon vous a aidé en ce sens ou plutôt défavorisé? La loi Hamon, c'est un turnover accéléré sur... Donc c'est des dépenses pour arriver à capter des... Je ne vais pas vous assurés. faire un cours de première année d'assurance, mais la mutualisation, c'est très simple. On parle souvent de la mutualisation sur une population très, très homogène de personnes. C'est la base des mutuelles. C'est des personnes qui se réunissent, qui ont un comportement homogène, de bons pères de famille, entre guillemets, et puis qui décident de mettre en commun... un certain nombre, leurs ressources pour faire face à des risques qui peuvent arriver. C'est la base de la mutualisation, mais il y a d'autres mutualisations. Il y a la mutualisation par les multirisques. Un contrat d'assurance auto en France, c'est un contrat multirisque auto. On ne le dit pas assez. C'est-à-dire que si on achetait un contrat bris de glace, rétroviseur, ou un contrat vol, ou un contrat incendie sur l'auto ou la voiture, ou l'habitation serait pareil, ça coûterait
plus cher si on achetait, c'est comme pour un véhicule en fait, en pièces détachées, ça coûte beaucoup plus cher que lorsqu'on achète le véhicule plat. Donc le multirisque, c'est un truc qui permet de mutualiser. Et le troisième, je viens à votre question, c'est le fait que lorsqu'on a une certaine stabilité des clients chez nous, les coûts d'acquisition initiaux, puisqu'on est dans un phénomène concurrentiel, il y a des coûts d'acquisition, il y a de la publicité, des choses comme ça, la rémunération des vendeurs, ces coûts d'acquisition sont amortis sur une plus longue durée. Et ce qui se passe avec la loi Hamon, c'est que la durée de vie d'un contrat d'assurance auto ou d'assurance habitation va avoir tendance à diminuer. Vous le voyez déjà, vous le sentez déjà. Bah oui, parce que le turnover augmente. Donc, sur un marché qui est en faible croissance, puisqu'il n'y a pas beaucoup plus de voitures qui roulent cette année que l'année dernière, il y en a plus, mais pas beaucoup plus. Il n'y a pas beaucoup plus d'habitations que l'année dernière, il y en a plus, mais pas beaucoup plus. En fait, les assureurs, qui sont nombreux en France, c'est un marché très concurrentiel, eh bien, Et vous n'auriez pas plus intérêt à fidéliser les clients en leur proposant justement une baisse régulière de leur prime d'assurance en fonction de leur nombre d'années d'assurance chez vous, plutôt que d'aller dépenser beaucoup d'argent à faire de la publicité pour acquérir de nouveaux clients. Parce que moi, en tant qu'assuré, j'ai parfois le sentiment, au bout de 5, 6 ans, 10 ans d'assurance, que mon assureur m'oublie un petit peu, le tarif n'a pas baissé, je me dis le prix de ma voiture a baissé, personne m'a appelé pour me dire tiens, le prix de votre voiture a baissé, on va peut-être rediscuter de votre contrat. On a vraiment le sentiment d'être laissé dans un coin, que c'est de l'acquis. Et quand on va sur les comparateurs, et vous en avez un, je ne sais pas si vous avez encore un sur Land, on vous fait des propositions qui sont plus alléchantes à côté. La fidélité ne paye pas. Voilà, la fidélité ne paye pas en matière d'assurance. Elle paye par un tarif qui est bas. Qui bat au global, mais indépendamment, individuellement, on peut arriver à faire baisser assez régulièrement son coût d'assurance. Je parle à assurance équivalente, bien évidemment. Oui. Non, notre stratégie, nous, elle est fondée sur les bases du mutualisme, c'est-à-dire que... Et rassurez-moi, si je vais de la MAF à MMA, je ne peux pas faire baisser mon coût d'assurance, si. Pourquoi pas? Parce que les marques sont en concurrence. D'accord. Si, c'est possible. Ça peut arriver. Je dis pas que c'est souhaitable et que nous le souhaitons, mais ça peut arriver. Comment est-ce que vous voyez évoluer le comportement des conducteurs en France? Les jeunes conducteurs sont toujours présumés dangereux, les seniors sont toujours présumés d'excellents conducteurs. Est-ce que les choses bougent? Le premier élément de votre phrase est tout à fait conforme à ce que je pense. C'est-à-dire les jeunes, et notamment les novices, c'est-à-dire ceux qui débutent à la conduite, ont en général un comportement avec une sinistralité un peu plus élevée. Par contre, sur les seniors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Non, et il peut y avoir un problème sur les seniors au volant. Et il y a un problème, et qui peut être générateur de très gros sinistres. Vous seriez pour une visite médicale à partir d'un certain âge obligatoire de façon régulière? Il y a des médecins spécialistes, en tout cas, qui crient... Absolument. Quand on interroge des ophtalmos, ils disent c'est absolument abominable. Il y a des gens qui quittent mon cabinet, qui ne voient pas clair et qui reprennent leur voiture. Mais c'est tout à fait clair. On a l'impression aussi que le coût des réparations augmente. C'est même un constat. Oui, c'est une réalité. C'est une réalité. Le nombre d'accidents aussi. Ça veut dire quoi? Que vous allez... Le nombre d'accidents augmente. Le nombre de sinistres a augmenté quand même ces dernières années après une période de baisse. Après une période de baisse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va payer plus cher ses cotisations, parce que vous allez répercuter d'une manière ou d'une autre. Ou avec la concurrence, comment vous allez faire? J'ai pris les chiffres du marché parce que tout ce qui est accidentologie, ça nous intéresse beaucoup évidemment, puisqu'on est là pour faire face, pour aider nos sociétaires à faire face. Parce que les clients dans les mutuelles, on les appelle des sociétaires. Donc je fais les sous-titres. Donc sur le marché français, sur le territoire français, il y a eu plus d'accidents l'année dernière qu'en 2015. Parce que nous, on regarde dans les statistiques, et souvent on parle des tués, ce qui est évidemment dramatique, j'en dis pas plus, mais c'est les blessés. Ce qui coûte cher à l'ensemble de la mutualité, c'est les accidents corporels. Et les accidents corporels sont en croissance et les blessés sont en croissance. Et par exemple, j'ai pris des chiffres. Nous, l'année dernière, chez Covea, on a 1 730 000 sinistres auto pour 3 200 milliards d'euros.
Donc 1 700 000 sinistres auto. Vous voyez, c'est quand même tout à fait significatif. Par rapport aux 10 millions de véhicules que vous évoquiez tout à l'heure, ça veut dire qu'il y a une fréquence de sinistres. Mais il y a 10 ans, parce que là on regarde d'une année sur l'autre, mais c'est plus parlant de regarder sur du long terme en la matière. Eh bien, il y a une croissance. Sur 10 ans, il y a une croissance. C'est pas tellement la fréquence qui est en croissance. C'est le coût. Elle croît légèrement. Mais ce qui croît de façon majeure, c'est deux autres critères. C'est le coût moyen. Donc le coût moyen des sinistres matériels qui croît, je l'évoquais un peu tout à l'heure, avec la technologie qui est telle que un pare-choc, il y a 15 ans, c'était du plastique qu'on remplaçait facilement. Maintenant, il y a des capteurs là-dedans. Et même quand il n'y a pas de capteurs, ça augmente. Ça coûte beaucoup plus cher. Et puis, il y a le coût moyen des sinistres corporels qui, là, évolue de façon très élevée à la hausse pour des raisons de société, en fait. Ça veut dire qu'on va payer plus cher, quelque part, vous allez le répercuter? Ou comment ça va se passer? À horizon visible, avant de parler de la voiture autonome qui arrivera pas demain matin, à horizon visible, oui, sous l'impact de la hausse du coût moyen des matériels et de la hausse du coût moyen des corporels, oui, ça va augmenter. Et le dernier point que je voulais évoquer, c'est le nombre de sinistres graves qui augmente et dont le coût augmente. Donc, il y a 20 ans, j'étais directeur des sinistres. Lorsqu'on avait un sinistre supérieur à 10 millions de francs, on trouvait ça extraordinaire. Tout le monde était... Et aujourd'hui, c'est du quotidien. Et aujourd'hui, j'ai pris, juste pour votre information, j'ai pris les 3 plus gros sinistres auto de l'année dernière chez nous. 18 millions 6, 15 millions 100, 12 millions 7. C'est arrivé en 2016. Donc c'est... C'est quoi? C'est un carambolage entre des Ferrari Ça, c'est uniquement des sinistres auto. Oui. Alors, je peux vous donner le détail. Un assuré vire à gauche, heurte un camion qu'il projette contre un troisième véhicule. 2 passagers décédés, 2 enfants gravement blessés. Les enfants, il y en a un qui est né en 2006, donc jeune, traumatisme crânien grave, déficit fonctionnel partiel 80%. Donc, ça donne une bonne indication de l'état de la personne. Et tierce personne, donc une aide 24 heures sur 24. Donc né en 2006 et le deuxième enfant né en 2004 et bon, donc ça coûte 18 millions pour une prime qui a coûté 400 € à l'origine. Ça c'est la noblesse de l'assurance, si j'ose dire. C'est inévitable. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse que moi j'ai entendue chez certains assureurs qui disent que l'accidentologie se redéploie, c'est-à-dire que il y a les conducteurs globalement ne conduisent pas plus mal qu'avant. Par contre, les sinistres se concentrent sur une partie de la population. C'est-à-dire que notamment les sinistres les plus graves, c'est une partie de la population et il y a une concentration des sinistres sur moins de conducteurs. Est-ce que c'est ce que vous observez? Non. Donc c'est pas la bonne thèse. 10 millions, tu veux en parler, lance-toi sur le divan, tu prends du mal, c'est ça? Mais est-ce que c'est uniquement les voitures? Est-ce qu'il y a aussi les motos, les 2 roues, les piétons, les cyclistes que vous englobez voilà. Est-ce que dans les comportements en fait des usagers, on va parler d'usagers de la route et pas forcément des automobilistes ou des motards, il y a eu une évolution, on le mesure tous, on a tous quelqu'un qui est descendu du trottoir avec un téléphone à la main sans regarder s'il y avait une voiture qui venait. Ça, c'est des risques que vous êtes obligé de couvrir de toute façon. Absolument. Donc oui, c'est tous les usagers de la route. Oui, il y a des piétons qui sont tués, il fait partie des statistiques, mais il y a des piétons qui sont blessés. Oui, il y a le phénomène des 2 roues. D'ailleurs, les 2 roues autonomes, on n'en parle jamais. Lorsqu'on parle de voitures autonomes, on parle de 4 roues. Donc sur les 2 roues, oui, il y a un sujet, même si l'accidentologie des 2 roues se calme, mais oui, il y a un sujet. Y compris les cyclistes? Il y a un sujet avec les cyclistes aussi, et les cyclistes isolés ou les cyclistes en groupe. Parce que l'usage du vélo explose en France. Ah oui, tout à fait. Et alors que les routes ne sont pas construites ou conçues pour cela. Il n'y a pas de pistes dans les villes, on autorise la circulation des vélos à contresens dans les sens uniques. Absolument. Où la nuit, ça peut
ça peut vous mettre dans des situations pas très confortables quand vous êtes conducteur. Pour faire la transition avec l'avenir et avec cette fameuse voiture autonome, est-ce qu'aujourd'hui on paye un peu moins cher chez MMA, chez GMF, à la MAF, si l'on a une voiture, disons, semi-automatisée, celles qui sont autorisées à circuler aujourd'hui, mais qui sont, on peut dire, semi-automatisées? Mais il n'y en a pas encore beaucoup, donc non. À la MAF, par exemple, on a fait un choix de favoriser les véhicules qui ont un impact plus faible sur l'environnement que d'autres véhicules. Mais donc ça n'a absolument rien de scientifique au niveau des statistiques. C'est simplement un choix que nous avons fait au niveau de la MAF. Il y a une sorte de paradoxe, puisque les véhicules sophistiqués auront une sinistralité plus faible. Chez Tesla, on m'a dit hier que suite à l'analyse qui avait été faite de l'accident mortel aux États-Unis, dont tout le monde a parlé, en fait, Tesla a donné tous les chiffres à l'administration américaine, et ils se sont rendus compte que quand les systèmes étaient activés, il y avait 40% d'accidents en moins. Donc c'est quand même assez important. Et le parallèle à ça, c'est que on a évoqué tout à l'heure le coût de réparation des véhicules. Ces véhicules-là vont être extrêmement onéreux à réparer. Comment vous évaluez ça? Vous avez un technocentre, c'est ça qui évalue ces véhicules-là. Comment vous procédez? Comment on peut justement mettre une prime sur un véhicule comme ça? Alors oui, nous avons un technocentre. Il s'appelle le 16vie. Il est à Poitiers. Je vous invite à y aller d'ailleurs. Vous connaissez ou vous connaissez pas? Non, pas encore. Je sais qu'on est donc vous êtes invité. Aller là-bas. Vous êtes invité. Sortez vos agendas. On va trouver une date. Christophe va faire le crash test lui-même. Il l'a promis. Bon, c'est 15 km/h, je crois. Ce matin, on a fait un crash test justement. On avait des invités ce matin, des journalistes. Et combien de survivants? Non, mais c'est extrêmement impressionnant. Donc j'étais pas ce matin, mais il y a peu de temps, on a fait un crash test avec un nouveau véhicule d'un constructeur français qui vient de sortir. Et à 15 km/h, tous les spectateurs de ce crash test étaient sidérés de l'impact, de l'ampleur des dégâts sur le véhicule. Donc vraiment, c'est tout à fait impressionnant. Donc je vous invite. On va voir ça tout à l'heure, mais est-ce que vous avez le sentiment que les constructeurs travaillent sur la réparabilité des nouveaux modèles? Parce que il y a eu, moi je le vois dans les garages, il y a eu une dérive dans les années 2000. On a une complexité de réparation. Il y avait la complexité technologique. C'est vrai que quand on a des radars dans un bouclier avant, tout de suite, les prix s'envolent. Mais au-delà de ça, il y a une complexité dans la méthodologie de réparation qui était devenue absolument insupportable. Et aujourd'hui, c'est le sentiment que j'ai, les constructeurs tentent de simplifier ces réparations-là pour abaisser les coûts de réparation, puisqu'on se retrouve en plus dans des situations pas très confortables, parce que vous, pour abaisser les coûts, vous étranglez un peu les réparateurs en leur proposant des taux qui sont parfois un petit peu irréalistes. Non, on n'étrangle pas les réparateurs. Quand en région parisienne, on est à 47 € en taux unique, alors que dans la réparation classique, on est plutôt entre 80 et 150, on imagine bien qu'ils gagnent assez peu d'argent quand ils travaillent pour les assureurs. Nous, on a des réparateurs qui travaillent avec nous de façon extrêmement fidèle et stable, donc ils y trouvent leur intérêt certainement. Hein. Mais je veux rebondir sur votre question. Il y a 20 ans, on parlait d'une vingtaine d'heures en moyenne pour réparer un dommage. C'est une moyenne. Hein. En 20 ans, on a réussi à descendre presque à la moitié, pas tout à fait, mais je crois que là, on a atteint une espèce de plancher. Et effectivement, c'est à la fois lié au constructeur, mais c'est lié aussi aux méthodes de réparation. Parce que le 16vie dont je parlais tout à l'heure, qui est notre technocentre, on est les seuls en France à avoir ça. Hein. On est le premier assureur d'automobile en France aussi, peut-être, hein, mais c'est peut-être pour ça. Peut-être un lien entre les deux. Mais donc non seulement on fait des crash tests, on fait aussi des reconstitutions d'accidents. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Et puis, avec cet outil-là, on peut former des réparateurs sur des nouvelles méthodes de réparation.
parce qu'on a chez nous des collaborateurs. Les ingénieurs qui travaillent dans le centre, oui, et qui sont capables de travailler sur une méthodologie de réparation, oui. En fonction des dégâts que vous remarquez. Parmi les recettes de cette entité, qui est une entité, un business unit, comme on dit en français, indépendant, et qui a des charges et qui doit couvrir ses charges par ses recettes. Parmi les recettes, il y a le fait que des stages de formation sont donnés à des réparateurs. Et qui payent pour venir apprendre des nouvelles méthodes de réparation. Jean-Michel Normand. Sur un autre domaine, vos clients, ils évoluent, vos sociétaires, pardon, ils évoluent, ils ont des nouvelles pratiques. Parmi ces nouvelles pratiques, il y a le covoiturage, il y a la location entre particuliers. Comment ça vous impacte? Ça, vous avez, si je ne m'abuse, pas forcément été les premiers à assurer les startups qui faisaient de la location entre particuliers. Ça a été pour beaucoup d'assureurs un peu une terra incognita. Et maintenant, comment est-ce que vous prenez en compte ces pratiques qui sont relativement nouvelles et qui ont des impacts en termes d'assurance, j'imagine? Alors vous abusez, parce que nous avons été les premiers à le faire et on a perdu beaucoup d'argent. Je ne vais pas vous donner les noms, mais c'était il y a de nombreuses années. Et donc, c'était l'assurance de la start-up. Donc, l'assurance, des clients de la start-up qui faisaient de la location entre particuliers, des choses comme ça, à partir d'un site internet. Et on a arrêté lorsqu'on a constaté que l'ardoise commençait à devenir trop élevée. Et alors depuis, on a certains de nos... Drivey, c'était une autre compagnie qui a... Absolument. Et on a applaudi des deux mains. Parce que ça veut dire qu'il va y avoir des pertes chez notre compétiteur. Et parce qu'on est passé par là, on a donné... voilà. Et donc on a trouvé une autre approche du sujet, on est les premiers à le faire, qui consiste à... dans la série, fidéliser nos sociétaires, c'est pas uniquement par du tarif, ça peut être en leur donnant aussi accès à des garanties ou des services qu'ils n'auraient pas chez les concurrents. On a mis en place, alors ça c'est sur la marque GMF, depuis novembre 2016, on est premiers à le faire, une série de garanties supplémentaires qui correspondent aux nouveaux comportements, aux nouveaux usages. Puisque maintenant, avec son véhicule terrestre à moteur, un assuré peut devenir loueur de son véhicule, mais il peut aussi décider de devenir locataire du véhicule d'un autre parce que ça l'arrange, mais pas locataire chez un des grands loueurs de la place, mais locataire d'un autre particulier. Et il peut faire du covoiturage. Et donc pour ces trois comportements qui sont un peu nouveaux et qui se développent, on a donné des garanties spécifiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pourrais le faire si vous le souhaitez, qui permettent à nos assurés d'être complètement sereins. Et ça, je pense que c'est une approche formidable parce que nous aussi... Sans franchise, sans... Ah ben, c'est même mieux que ça. Par exemple, si un de nos assurés se met en position de loueur, donc il y a un locataire qui prend, moyennant un petit peu d'argent, qui prend le véhicule pendant un certain temps, il lui arrive un accident. Auquel cas, notre assuré, grâce à cette garantie, ne verra pas son propre malus impacté, ne verra pas sa propre franchise impactée, parce que ça sera pris en charge par ces garanties. Si on vous suit bien, vous allez perdre beaucoup d'argent. Hein. Non, parce qu'on travaille avec nos sociétaires, justement. Vous avez confiance en vos sociétaires. Oui, et ils ont confiance en nous. Oui, non, mais c'est la base de la mutualité. Alors, l'usage de l'automobile change, mais la méthodologie pour le vol, par exemple, change aussi, en particulier avec le mousse jacking. Absolument. Les assureurs, jusqu'à présent, étaient assez réticents au remboursement des vols quand les véhicules n'avaient pas été dégradés. Il y a aujourd'hui une jurisprudence en la matière qui oblige les assureurs à rembourser les assurés. Quelle est votre position dans ce domaine-là ? Et est-ce que votre, justement, technocentre travaille sur des techniques pour éviter ce genre de vol? Me dites pas la canne qu'on met sur le volant, parce que je sais que c'est efficace. Non, mais il y a simplement un mot qui m'a choqué dans ce que vous avez dit, c'est rembourser. Donc, un assureur ne rembourse pas. Il indemnise, pardon. Il indemnise. Voilà, il indemnise. La sécurité sociale rembourse. Alors oui, l'indemnisation, vous avez raison. Vous avez raison.
Oui, c'est un vrai sujet. L'indemnisation en cas de mountjacking, à la fois d'ailleurs pour les voitures ou aussi pour les habitations, puisqu'il y aura de plus en plus de domotique. Donc c'est un vrai sujet. Et il est vrai que pendant longtemps, on a demandé des preuves de l'effraction. Donc ça, on est sur le sujet. Pour l'instant, c'est pas facile de prendre une position définitive parce que le risque de fraude est réel. Nous, on voit derrière tout ça, au-delà de cet épiphénomène sur lequel il faudra qu'on tranche, une autre possibilité de risque pour nos assurés, qui est celui, à l'insu de leur plein gré, de se faire voler leur BIP. Et puis, je pense qu'on pourrait donner des garanties sur ces choses-là, sur cet événement-là, moyennant le paiement d'une prime qui serait mutualisée, une petite prime, mais mutualisée entre tous les assurés. Parce que ça rejoint ce qui nous inquiète sur l'avenir du futur, c'est le cyber-risque. Les hackers. Il y a beaucoup de manifestations possibles du cyber-risque. Et aujourd'hui, il est très dur d'avoir des statistiques ou de faire même des probabilités sur ce qui peut arriver. Mais il va arriver des choses. Ça peut être des hackers ou ça peut être des vols de BIP et puis la voiture. Oui, pas forcément de BIP. On parlait de location entre particuliers tout à l'heure. On peut installer un petit capteur sur son pare-brise. Les gens qui sont munis de la carte adéquate peuvent ouvrir votre voiture et circuler avec. Or, ça semble assez simple à pirater en fait. Voilà. Et donc là, est-ce que c'est du vol dans ce cas-là ? Ça sera du vol, mais il faut qu'on arrive à définir un peu mieux les conditions dans lesquelles cet événement est susceptible d'être indemnisé, parce que pour l'instant, on est un peu dans le flou. C'est totalement nouveau. On est dans l'entre-deux. Ouais, il y a un phénomène très très fort dont vous n'avez pas parlé, qui est la conduite sans assurance, sans permis. On voit que ça se développe d'une façon très forte. Comment vous voyez évoluer les choses ? Et est-ce que aussi, si les prix augmentent, vous ne craignez pas que finalement il y ait encore plus cette tendance-là dans les années à venir ? C'est-à-dire qu'on se dise, on prend le risque de conduire sans assurance, sans permis, puis on sera attrapé un jour ou l'autre, mais en tout cas, en attendant, il y a ce risque-là. Comment vous le gérez et comment vous voyez évoluer les choses par rapport à ça ? Au niveau de la profession, là, on le gère avec un organisme qui s'appelle le FGAO, le Fonds de garantie des assurances obligatoires. Qui coûte de plus en plus cher d'ailleurs chaque année. Qui coûte plus cher aux assurés, parce que ce fonds est financé bien sûr par les cotisations. Le fonds lui-même a du mal à savoir le nombre de véhicules qui circulent sans être assurés, puisqu'il a dit récemment que c'était entre 1 et 2% du parc de véhicules qui roulent en France. Donc 300 000, 400 000, 500 000, 600 000 véhicules. C'est très frappant de constater que la prime moyenne en France est vraiment une des plus basses en automobile de l'Ouest européen, et que malgré tout, il y a des comportements de non-assurance qui aujourd'hui sont gérés, je pense, de façon assez correcte par ce fonds. Dans la mesure où ils sont encore limités en nombre. Alors si ça devait augmenter en nombre, effectivement, il y a un vrai sujet. Alors, d'aucuns disent qu'ils se comportent bien sur la route puisqu'ils font très attention. Donc c'est pas des mauvais conducteurs dans le sens où ils commettent peu d'infractions, ils se font rarement pincer. Ils ont des sinistres. Quels sont vos chiffres par rapport à ça ? Vous avez j'ai un exemple. Je peux vous dire que le troisième plus gros sinistre que l'on a eu en 2016, c'est un assuré qui heurte de nuit un véhicule déjà accidenté, stationné au milieu de la chaussée, sans éclairage, sans signalisation, et que le conducteur de ce véhicule sans éclairage, sans signalisation, était sous influence de l'alcool, de stupéfiants et non assuré. Voilà, et ça nous coûte 12 700 000 euros. Mais tendanciellement, quelqu'un qui n'est pas assuré va avoir un comportement qui est plus accidentogène ou pas ? Franchement, je sais pas. Je sais pas.
Alors, si on avance vers notre voiture autonome, est-ce que vous, les assureurs, enfin numéro 1 en France en tout cas, est-ce que vous participez d'abord aux négociations sur la future voiture autonome, sur la réforme de la réglementation, parce qu'il faut tout changer? Oui, on peut dire que nous sommes associés, mais voilà. Qu'est-ce que vous pouvez en dire en début 2017? J'ai cité le chiffre de 2030 tout à l'heure. Les législations vont s'adapter au bon moment. Voilà, il y a un obstacle réglementaire, puisque le conducteur est réputé devoir toujours être maître de son véhicule, ou, ce qui est arrivé récemment, comme petite nuance, pouvoir récupérer la maîtrise du véhicule dans un délai très, très court. Bon. Mais à partir de là, c'est quand même le conducteur qui est toujours au centre du débat. En Angleterre, une compagnie proposait une double assurance, c'est-à-dire une assurance à la fois du conducteur et une assurance du véhicule, pour un partage de risques, une fois qu'on aurait déterminé quelles étaient exactement les causes d'un éventuel accident. Oui, bien. Bonjour, les discussions devant les tribunaux. Vous encouragez ce mouvement vers la voiture autonome où vous dites attention, piano, piano? Parce que technologiquement, il y a des progrès. Est-ce que vous dites, assureur, attention, il ne faut pas aller forcément à la vitesse de la technologie, il faut regarder un certain nombre d'enjeux comme celui-là, comme celui de la répartition de la responsabilité entre la voiture et le conducteur. Globalement, vous êtes spectateur ou est-ce que vous pensez qu'il faut réguler ça ? On ne pense pas qu'il faille réguler. Il y a déjà trop de régulation en France, en Europe. Pas forcément au sens juridique, je veux dire simplement discuter avec les constructeurs pour moduler l'automation. Alors nous, on est très heureux que le monde bouge. Voilà, c'est très simple, c'est super. Les véhicules connectés arrivent de plus en plus, ils sont de plus en plus connectés. Le véhicule autonome arrive. Ce sont des champs d'assurance supplémentaires. On a parlé tout à l'heure de cyber-risque. Voilà, c'est des choses qui n'existaient pas avant. Oui, puis on risque d'avoir une phase basse parce que les gens avec ces nouveaux systèmes, vont challenger les voitures pour savoir jusqu'où ça peut être efficace. Donc c'est un risque supplémentaire. Il y a une déresponsabilisation aussi des conducteurs. Donc dans un premier temps, avant que ces systèmes soient pleinement opérationnels et capables de prendre la main dans 100% des cas, on risque d'avoir une sinistralité qui va augmenter avec ce genre de véhicule. Oui, on verra bien. Mais pour rebondir sur la question précédente, l'assureur, nous, la façon dont on conçoit notre métier d'assurance depuis 2 siècles, c'est on est là pour couvrir les risques de nos sociétaires. Et évidemment, au début du 19e siècle, les risques qui étaient couverts n'étaient pas tout à fait les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Les risques, comme le monde s'accélère, les changements s'accélèrent, dans 10 ans, dans 15 ans, ça ne sera pas les mêmes risques qu'aujourd'hui. Ok, très bien, c'est notre métier justement de nous adapter. Justement sur ça, vous êtes pour la boîte noire dans la voiture, comme ça existe par exemple en Russie? Non. Non, vous êtes contre. Pourquoi? Parce que tout le monde est en train de le pousser, en train de dire ça va être inévitable, ça va être dans nos voitures dans quelques temps. Ça dépend ce qu'on appelle boîte noire, parce que le mouchard pour l'accident. Aujourd'hui, déjà la voiture enregistre tous les véhicules. On a déjà tous les paramètres. Exactement, et la boîte noire est déjà dans tous les véhicules. Ouais. Et les constructeurs ont chez eux, pour l'instant, ils les gardent, ils savent pas quoi en faire, ils savent pas s'ils doivent monétiser cette information-là ou s'ils doivent devenir assureurs ou faire quelque chose Ils ont un big data. Chacun des constructeurs, puisque chacun des véhicules qui sont vendus depuis déjà plusieurs années sont remplis de capteurs qui envoient des informations, pour l'instant uniquement chez le constructeur. Vous n'êtes pas tenté d'aller voir quand il y a un sinistre, un litige avec une autre société, non, une compagnie d'assurance. Pour l'instant, on reconstitue des accidents avec notre centre de crash test. La ligne de plus grande pente du véhicule autonome, est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion? C'est quand même que le constructeur soit tenté de devenir assureur, parce que la façon dont la voiture autonome sera gérée, de tous les algorithmes, le constructeur veut les garder. Si vous assurez demain une voiture autonome, j'imagine que vous demanderez à avoir un regard, même plus peut-être, sur les algorithmes de fonctionnement, et ça pose quand même un certain problème. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans.
nous, on n'assurera peut-être pas la voiture elle-même ou le conducteur. On assurera peut-être la responsabilité civile du constructeur, la responsabilité civile du programmateur informatique, et donc il y aura toujours de la matière assurable. Par ailleurs, sur l'évolution des véhicules autonomes, l'analogie vaut ce qu'elle vaut, mais il se trouve que le climat n'est plus ce qu'il était. Je sais pas, c'est comme la nostalgie, vous avez remarqué, mais le climat n'est plus ce qu'il était. Donc maintenant, on a des tempêtes, des orages, qu'on n'avait pas connus pendant de très nombreuses années. Risques, donc. Et donc des risques. Et notre métier d'assureur, comme je disais tout à l'heure, depuis 2 siècles, il consiste à faire face pour le compte de nos assurés à tous ces événements-là. Donc la climatologie se détériore, entre guillemets. Bon, eh bien, ça va générer des sinistres qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant, en multirisque habitation, en dommages aux biens sur les entreprises, parce qu'on a des entreprises qui sont sous l'eau, des entrepôts qui sont sous l'eau. Bon, et ça n'existe pas avec autant de fréquence il y a 30 ans. Bon, et sur les véhicules terrestres à moteur, c'est la même chose. On va avoir une évolution qui nous satisfait très bien. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur le fait qu'il y aura une période transitoire. Parce que souvent on parle du véhicule autonome, d'abord du véhicule 4 roues autonome, et comme si d'un seul coup on allait avoir que des véhicules autonomes partout. Il y aura une cohabitation. Ben voilà, il va y avoir 8 millions d'automobiles aujourd'hui en France, de véhicules. Voilà. Donc, il va y avoir une cohabitation. Et vous connaissez comme moi les chiffres, hein, il y a 2 millions de véhicules qui ont été immatriculés en plus l'année dernière, dont même pas la moitié par des particuliers, alors que ces particuliers... Donc vous avez encore une 50aine d'années d'assurance automobile devant vous avant que les voitures n'aient plus d'accident du tout. L'accidentologie va continuer encore pendant un certain temps, puisqu'on dit que à partir de 2030 environ, qu'il y aura un véhicule sur 4 qui sera partiellement autonome, puis à partir de 2030, 35, un véhicule sur 7 qui sera totalement autonome. Enfin, Volvo a dit plus de morts dans nos voitures en 2020. Hein, donc, et Volvo, c'est intéressant parce qu'ils prennent un engagement justement à l'égard de leurs clients sur le fait que c'est eux les responsables. Pour ça, ils vont trouver un assureur, hein, évidemment. Donc ils ils sont pas venus nous voir pour l'instant, mais là aujourd'hui, ma voiture qui se gare toute seule, par exemple, elle fait une erreur, elle froisse de la tôle, c'est moi qui paye, c'est toujours moi qui paye. Oui. Est-ce que ça sera toujours le cas dans 5 ans? Eh bien, il y aura une défaillance de ce type. C'est un bon débat si vous arrivez à démontrer que c'est le véhicule qui tout seul a décidé de rentrer dans le pare-choc de l'autre véhicule. Vu la complexité d'attaquer les constructeurs automobiles, j'imagine que c'est pour les particuliers, ça va être impossible. Ça sera pas le particulier, ça sera l'assureur du particulier en l'occurrence. Mais là, on va arriver dans des problèmes très complexes. C'est-à-dire que j'imagine que vous allez devoir par avance déterminer tout ce qui va arriver, parce que sinon, ça va être ingérable pour le. Bon, on se place à la place du particulier, enfin du sociétaire. C'est-à-dire que vous allez voir quoi? Les constructeurs, les fabricants de logiciels, parce que chacun va se retourner contre l'autre. Absolument. Donc, in fine, qui va payer, quoi? C'est la question qu'on se pose. C'est toujours l'assureur qui paye. Hein. Oui. On oublie de le dire. Qui indemnise. C'est l'assureur qui indemnise. Et donc, c'est l'assureur de qui? Mais c'est une très bonne question. Et notamment dans toute cette période transitoire, où on aura de plus en plus de véhicules hyper connectés, puis progressivement des véhicules autonomes, mais tout ça dans 38 millions de véhicules, moins Epsilon, un peu plus qu'Epsilon, de véhicules qui resteront, parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat en France par ailleurs, qui est tel que avant que quelqu'un qui achète un véhicule d'occasion, parce qu'il y a quand même 5 600 000 véhicules d'occasion qui ont été vendus en France l'année dernière, et à un prix moyen... Qui ne sont pas autonomes. Et qui ne sont pas autonomes, et à un prix moyen qui est quand même très faible, du fait du pouvoir d'achat. Alors, on peut dire que peut-être dans un certain horizon, il y aura de moins en moins de propriétaires de véhicules, qu'on sera de plus en plus locataires de véhicules, que ces véhicules appartiendront à des flottes, etc., etc. Oui, pourquoi pas, mais ça ne va pas se faire rapidement. Donc vous n'êtes pas inquiet, vous êtes serein, vous vous adapterez au fur et à mesure du temps qui passe et des nouvelles réglementations. Exactement, et puis on est même très heureux que ça bouge. Moi, je voudrais revenir dans le temps présent, et il y a quelque chose de nouveau que je vais l'avouer, je ne connaissais pas il y a 1 mois et demi, c'est le recours direct.
Qu'est-ce que vous pensez du recours direct? Est-ce que c'est quelque chose qui se pratique dans les sociétés du groupe? Qu'est-ce que c'est le recours direct? Le recours direct, c'est quand on a un accident non responsable. Typiquement, je me fais percuter derrière, je remplis un constat, donc les responsabilités sont établies, j'ai 0 responsabilité. Je ne passe pas par mon assureur, je ne lui envoie pas le constat, je l'envoie directement à l'assureur de la personne responsable, qui m'indemnisera en direct. La loi permet ça, et donc ça évite la convention, c'est IRSA, c'est ça, qui peut vous faire virer de votre assurance si vous avez, par exemple, en admettant que vous n'ayez pas de chance du tout dans l'année, vous faites percuter 10 fois par l'arrière, c'est sûr qu'en fin d'année, quand on va regarder le cas de Jean-Luc Moreau, on va dire, d'accord, il n'est pas responsable, mais il nous coûte quand même cher, parce qu'une partie de l'indemnisation, c'est vous qui allez la payer. Donc je me ferai virer tout en étant non responsable. Ça évite au moins ça, ça permet d'avoir un expert indépendant. Alors sur ça, je sais qu'il pourrait y avoir, on pourrait refaire 1 heure complète sur les experts. Et puis ça permet de choisir son réparateur avec des taux qui risquent de ne pas être ceux que vous imposez non plus, donc d'avoir une réparation qui sera faite dans des conditions différentes. Et c'est une solution qui est offerte juridiquement aujourd'hui. En tout cas, ça se développe grâce à Internet. On en entend parler. Il y a des avocats et des experts qui proposent ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette formule? Est-ce que déjà vous avez eu des cas, j'imagine, il y a des cas chez vous. Sur le, je vais vous dire la vérité comme le début de cet entretien, c'est que, en l'occurrence sur ce thème-là, je ne suis que directeur général et donc je suis très généraliste et donc je connais pas ce point très très précis. En revanche, vous connaissez l'e-constat. On peut faire maintenant aujourd'hui son constat avec son smartphone. Oui. Ça fonctionne pas très bien. Les Français restent très papier. Bien, ça fonctionne bien, mais c'est pas assez utilisé. Ça fonctionne très bien, effectivement, mais c'est pas assez utilisé. Ouais. C'est-à-dire combien de personnes l'ont utilisé l'an dernier? On est sur des chiffres très faibles. Mais quand on n'est pas bon au dessin, déjà sur une feuille de papier, c'est pas quelques facile. Centaines de milliers. Ça veut dire quoi au fond? Ça veut dire que tout ce qui arrive de nouveau, là on parle de la voiture autonome, etc. On s'enflamme et puis finalement on reste quand même très traditionnel, surtout en termes d'assurance ou. Alors sur le e-constat, c'est une déception en termes d'usage effectivement, parce que l'outil est performant. Par contre, en termes de relation entre les assurés et les assureurs, on voit une montée en puissance de la dématérialisation, donc du digital, que ce soit à l'occasion d'un sinistre, mais même à l'occasion d'un devis. Ça permet de raccourcir les délais, d'ailleurs, j'allais dire de remboursement, surtout pas d'indemnisation. Oui, ça permet de raccourcir les délais, puis ça permet de créer un lien aussi avec les sociétaires. Et par exemple, on a mis en place dans une de nos marques, sur une application mobile, la capacité de suivre l'évolution de la réparation du véhicule, suivi de sinistre, un peu comme un suivi de commande qui existe sur certains grands noms de la distribution. C'est-à-dire vous allez dire aux sociétaires, l'expert est passé, à telle date, il a pris ça. On ne lui dit pas, mais il a accès à l'information. D'accord, sur le site. C'est marqué sur son appli, sur son smartphone. Et donc ça fait partie des choses où il y a des comportements qui évoluent, le smartphone devenant un outil au fond, pour vous différencier, il faut être de plus en plus sur le service. Qu'on voit, vous êtes attaqué de toutes parts. Maintenant, dans les banques, les constructeurs, tout nous propose des assurances automobiles. Pour vous différencier, ça sera quoi? Ce sera le service aujourd'hui qui va faire vraiment la différence par rapport à la concurrence. La croissance, c'est bien que vous ne devez pas gagner d'argent, mais quand même. Il en faut. Si, on veut gagner de l'argent. Première question. Ce qu'on appelle le service couramment, maintenant on l'appelle l'expérience client. Alors, oui, l'expérience client, c'est quelque chose de très important. Il faut faire en sorte qu'à chacune des étapes de la relation entre un sociétaire, pour ce qui nous concerne, et nous, le sociétaire en garde un bon souvenir. Ça, c'est absolument essentiel. Alors, c'est à la fois dans le savoir-être et puis dans les services complémentaires aux garanties. Mais ça peut être aussi parfois sur la mise en valeur des garanties qui ont été oubliées. Donc ça, c'est tout à fait important. Sur les relais de croissance, c'est une autre question. Ça sera le mot de la fin. Donc pour l'instant, Covea a une croissance rentable. Parce que même si nous sommes mutuels, et même je dirais a fortiori parce que nous sommes mutuels, puisque nous ne pouvons pas faire appel à des capitaux extérieurs, on n'a pas d'actionnaire, et il faut que nous ayons des excédents, donc que nous soyons rentables. Et c'est pour ça que nous sommes toujours là, bientôt 2 siècles après la création. Donc il faut effectivement être rentable.
Nous faisons de la croissance rentable sur nos métiers traditionnels. Ces métiers traditionnels sont en train d'évoluer, comme je vous disais, sur la climatologie, sur la voiture autonome. Cela ne peut que nous réjouir. Merci Christian Baudon. Vous viendrez nous parler à nouveau dans quelques mois, dans quelques années peut-être, de l'évolution de cette fameuse voiture autonome. Directeur général assurance du groupe Covea. Merci. Merci à vous.